Bonsoir, le jeudi 29 juillet, vous êtes sur la première, il est quasiment 19h passé de 2 minutes, le temps de l'actualité. Voici les titres de la soirée. Il court, le variant Delta alors sur la table de possibles nouvelles mesures de restriction, rien ne filtre, rien n'est décidé, à l'image d'autres territoires d'outre-mer. Les autorités mènent réflexion, que pourrait-il en être? Nous vous écoutons entre confiance et un peu d'inquiétude. Un chèque de 7,2 milliards pour la transition énergétique, c'est l'État qui donnera cette somme au pays en 2023. Une participation budgétaire qui vient abonder le projet du gouvernement polynésien commencé en 2015. Le but, lutter contre les gaz à effet de serre et concourir à une politique d'environnement beaucoup plus vertueuse. Emmanuel Macron est parti, le temps est venu de préfigurer un bilan. Pour les oppositions du pays, ce matin, le Tabini tenait une conférence de presse. Pas vraiment déçu, car il disait ne rien attendre de cette visite. Nous écouterons l'analyse de ses responsables. Et dans le journal, en direct, l'ancien président du pays, le président du parti Orange. Nous n'avons pas encore entendu sur la visite présidentielle. Ce sera chose faite dans quelques minutes. Bonsoir, Monsieur Floss. Merci d'être avec nous. Raconte-moi un pays, ou plutôt la vérité profonde de ses eaux. C'est en raccourci l'ambition du Whare Natura, un lieu magnifique à Moorea, inauguré par Emmanuel Macron, tout un monde vivant et marin qui dit la beauté de nos rivages et la nécessité de les préserver. Visite dans ce journal. Hélas, la même litanie depuis 15 jours, la Covid et ses chiffres, il donne le mal de tête, un décès supplémentaire enregistré aujourd'hui, le 148e depuis l'an passé. À l'hôpital, 29 patients, 6 en situation d'urgence. Sur le territoire, 521 cas actifs, d'où l'importance de répéter les gestes barrières. Dans ce contexte local et international de pandémie, des questions ressurgissent. Ainsi, la Covid affole actuellement l'outre-mer. À Martinique et à La Réunion, le confinement est décidé. En Guadeloupe, des mesures restrictives annoncées. Le Taonais voit le nombre d'hospitalisations augmenter, on l'a vu. La mobilisation y est forte. Le variant Delta va-t-il obliger à de nouvelles normes plus contraignantes? Un scénario possible qui interroge et citoyens et entrepreneurs. Reportage Nicolas Suire avec Jacques Damour. Confinera-t-on la Polynésie française, comme c'est le cas en Martinique et à La Réunion? L'explosion du nombre de cas de Covid pourrait nous ramener à des mesures plus strictes. Les acteurs économiques s'inquiètent, ils veulent à tout prix éviter le confinement. Le confinement, pour nous, ce serait une catastrophe, parce qu'on a été déjà contraints sur nos capacités d'accueil et sur nos horaires d'ouverture sur les 6 premiers mois de l'année. Si derrière ça, après à peine un mois d'exploitation normale, on devait être confiné, ce serait une catastrophe pour le secteur, c'est sûr. Disons que des deux mots, c'est-à-dire d'un côté le confinement et le couvre-feu, oui, à la limite, on préférerait un couvre-feu. À 22-23 heures, on pourrait au moins continuer à travailler à peu près normalement. On est vraiment très inquiet d'abord de la mise en place d'un couvre-feu, qui serait la première solution, et puis d'un confinement si vraiment le nombre d'hospitalisés augmente à cette cadence-là. C'est très très inquiétant pour les entreprises polynésiennes. Parmi la population, les jeunes également ne veulent plus de confinement, ni même du couvre-feu. Ça fait peur qu'on soit reconfiné et tout ici à Tetia, parce que ça a explosé d'un coup depuis qu'on a ouvert à l'international. Et le confinement, c'est pas bien? Non, on a déjà subi ça une fois et pas une deuxième fois, quoi. Des fois, on avait envie de sortir le soir aussi, pour profiter, hein. Mais un peu on respectait aussi la loi, quoi. Les plus vieux se préoccupent d'abord de la sécurité. Il faut accepter. Si on va commencer encore le confinement, il faut accepter, sinon ça agrandit cette maladie-là, tu vois. Oui. La presse a bien relégué, et même les réseaux sociaux, où on voyait justement des cas de gens qui déambulaient en pleine nuit, même tard dans la nuit et tout, alors qu'on était en couvre-feu. Donc après, est-ce que la question du couvre-feu va solutionner cette nouvelle explosion-là? Je suis un peu sceptique. Pour l'heure, aucune mesure n'est annoncée par les autorités, mais si cela arrivait, cela ne surprendrait pas vraiment. En attendant, les gestes barrières restent d'actualité. Et une question, les énergies fossiles sont-elles en train de vivre leurs dernières heures ici en Polynésie? Depuis 2015, le gouvernement polynésien a bâti un plan de transition énergétique. Son but, vous le savez, baisser les gaz à effet de serre. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que l'État va abonder une enveloppe de 7 milliards de francs. L'idée, engager des projets de transition écologique. Des crédits donc alloués à partir de 2023. Un reportage avec Mélissa Chong et Mirko Vanfo.
La première centrale hybride de l'atoll de Manihii est un bel exemple de transition énergétique au Fénois. Elle affiche une puissance de 290 kW et contribue à 60% de la puissance produite. L'objectif à long terme est de dupliquer ce modèle dans 4 atolls des Tuamotu. Au-delà de l'aspect environnemental, cette centrale présente une économie considérable pour la commune de Manihii. On a une économie de 50% en dépenses de carburant. Mais vraiment, on avait 14 millions de dépenses, voire même un peu plus. Et donc, on est passé qu'à 5 millions environ, on va dire en gros 6 millions de dépenses. Le président Emmanuel Macron a annoncé la dotation d'une enveloppe de 7,2 milliards de francs pacifiques. Cette aide de l'État va permettre de repenser totalement le paysage énergétique du pays. Des pans de notre transition énergétique, c'est à développer les centrales hybrides dans les îles. Et je pense notamment au Tuamotu. Donc nous avons un plan précis de fabrication, de mise en place de fermes solaires hybrides. Cette annonce inattendue d'ailleurs donc va accélérer le processus, même si effectivement, comme le président Macron l'a annoncé, ça comptait de 2023, mais peu importe, on sera prêt. Il faut qu'on soit prêt à ce moment-là. Au-delà de l'énergie solaire, le ministre réfléchit également sur la technologie de l'hydrogène. Aujourd'hui, on a le soleil, on a l'eau. Et je sais qu'en Calédonie, ils y travaillent. Il y a une ferme hybride hydrogène qui existe, qui est en cours d'expérimentation. Et je compte bien, effectivement, aller voir sur place comment tout cela est installé. Alors que la centrale électrique de la Punaru commence à s'essouffler, le gouvernement envisage déjà l'installation sur Tahiti d'une centrale hybride de 30 MW crête, associant panneaux solaires et gaz, une technologie spécifique qui se chiffre à 4 milliards de francs pacifiques. Le ministre doit se prononcer sur son choix de centrale à la fin de l'année pour une inauguration à l'aube 2024. Économie, le Conseil des ministres l'a annoncé aujourd'hui, baisse de l'essence sans plomb destinée aux pêcheurs professionnels du Fénois, une baisse de prix de 10 francs par litre, soit 86 francs au lieu de 96 francs. Cette décision est effective à partir du 1er août, donc ce week-end. On va s'intéresser à un chapitre politique concernant la visite du président Emmanuel Macron. Ils étaient au bord des routes et ont scruté le discours du chef de l'État avec attention. Surtout le fait nucléaire. Emmanuel Macron a parlé de réparation. J'assume, a-t-il répété à plusieurs reprises. Ce matin, le Tavini tenait conférence de presse, réaction. Tout cela de la cosmétique rhétorique pour ses élus militants, du marketing politique, disent-ils. Ils attendaient aussi de voir la concrétisation des budgets dans le futur. Et quant à la Chine, ciblée par le président de la République, Oscar Temaru propose une analyse différente. Réaction ce matin au micro de Jacques Lamour. Et puis c'est pas dans la philosophie des Chinois d'aller occuper des pays. Non, c'est faux ça. Ils n'ont jamais colonisé quelque chose. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas être aveugle non plus. Très attention. Voilà. Mais ils viendront, comme tout le reste. La France ou les autres pays, venez chez nous. En tant que coopérants, ce sont des accords de coopération qui vont régler les relations entre notre pays et le reste de la planète. Il est venu pour ça, pour lancer sa campagne. Alors après, les promesses, évidemment, ça n'engage que ceux qui y croient. On pourra déjà en vérifier une bonne partie en fin d'année, quand la loi de finances sera votée. Parce que c'est bien beau d'annoncer tout cela, mais si derrière, ce n'est pas inscrit au budget, ça ne veut rien dire. Loi de finances. Voilà. Donc même dans le peu qu'il a annoncé, il n'a pas été cohérent sur le nucléaire. Un regard donc sceptique, 4 jours de visite ici en Polynésie, une conclusion devant 2000 personnes à la présidence, vous le savez. Emmanuel Macron a donc fait l'actualité du Fénois, son style et ses annonces. Pour en parler, nous recevons Gaston Floss, l'ancien président du pays, le président du parti Orange. Bonsoir Gaston Floss. Bonsoir. Est-ce que vous partagez l'avis des élus du Tavini, un bilan très maigre ? Vous savez, comme tout un chacun, nous avons été contents d'accueillir le président de la République. C'est un événement et bravo aux 6 maires des Marquises pour la fête éblouissante qu'ils ont offert à ce président. Mais
il y a quand même beaucoup de déceptions dans ce voyage. La première, c'est je pensais que ce serait un grand président qui regrouperait autour d'une table le président de la Polynésie, président du Tapura Huiraatira, le président du Tavini Huiraatira, Oscar Temaru, moi-même, président du Amuitheira, et puis entendre chacun et essayer de... Non, pas du tout. Il a ignoré totalement et Oscar Temaru et moi-même, alors que nous représentons la majorité du peuple polynésien. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il s'est adressé directement au peuple polynésien en disant « j'assume tout », le passé nucléaire notamment ? Oui, il a dit la France a une dette envers la Polynésie. Jacques Chirac l'avait dit avant lui en 2003, mais Jacques Chirac ne s'est pas contenté de belles paroles et il verse au sujet de cette dette-là, il nous verse 18 milliards par an. Malheureusement, le gouvernement de la République a diminué et ce n'est plus que 12 milliards. D'autre part, nous sommes déçus. Pourquoi est-ce que le président de la République vient s'immiscer dans nos affaires? Alors, et il dit, je ne veux pas d'investissement chinois, la ferme aquacole, je n'en veux pas. Mais enfin, au nom de quoi? C'est 150 milliards d'investissements, c'est 500, 600 emplois créés pour les Paumotu. Mais le président n'y croit pas et puis il parle d'ingérence quasiment dans les affaires polynésiennes et françaises. Monsieur, regardez, en France, ils ont laissé les Chinois acheter l'aéroport de Toulouse. C'était sous François Hollande et aujourd'hui, les Chinois ont vendu les parts avec beaucoup de bénéfices. Les vignobles bordelais également appartiennent à des Chinois. Et pourquoi ici, non? Quel est le problème? S'il y avait des investisseurs métropolitains, lui qui connaît les banquiers, on leur donnerait cet investissement. Or, ils se désintéressent totalement au développement de notre pays. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on retient du voyage du président de la République? Est-ce qu'il est venu faire Papa Noël? On s'attend à ça. Pas du tout. Il a dit à Edouard Fried, je vous accorde votre prêt de 30 milliards, ça fait 58 milliards, votre dette, vous la paierez, vous rembourserez. Et au chef d'entreprise également, il dit, vous me demandez 30 milliards, vous aurez votre prêt, mais attention, sur ce prêt-là, c'est vous qui sauverez Air Tahiti Nui. En France, c'est l'État qui a sauvé toutes les compagnies aériennes françaises. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons, sur nos fonds à nous, sauver cette compagnie? Gaston Floss, vous avez aussi un regard stratégique. Vous avez été secrétaire d'État au Pacifique sous Jacques Chirac. Et ce discours sur l'Indo-Pacifique, etc., vous en pensez quoi? Alors ça, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que cet Indo-Pacifique? Lorsqu'il dit nous écrirons une page d'avenir ensemble, ici dans le Pacifique, où la Polynésie a un rôle essentiel à jouer. La France est une puissance indo-pacifique. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Vous n'avez pas peur de la route de la soie, de la Chine, etc. On aimerait pouvoir être informé et savoir de quoi il s'agit. Où allons-nous? Quand il dit « vous êtes au cœur de la guerre de pression, d'influence qui rend croissante ». Être français dans ce contexte, c'est une chance. Président Floss, c'est quand même vrai cette réalité de route de la soie, de géopolitique. On aimerait savoir de quoi il s'agit et où est placée la Polynésie dans cet Indo-Pacifique-là. Quel est le rôle qu'on veut nous faire jouer? Dans l'Indo-Pacifique, tous les États sont des États indépendants. Alors, est-ce qu'il veut nous accorder la souveraineté que nous lui demandons? Ce serait bravo. Et là, oui, nous pourrons dire que c'est nous qui jouerons ce jeu-là étant souverains. Merci beaucoup Gaston Floss pour cette synthèse très complète sur la visite présidentielle. Bonne soirée, monsieur. Merci. On célèbre ce jeudi 29 juillet le 60e anniversaire du statut de Wallis et Futuna. C'était auparavant, vous le savez, un protectorat de la France. Le statut de 61 préserve la coutume. Il y a 3 royaumes reconnus par la République et une foi catholique encore très très forte là-bas. Explication signée Bruno Satt. Protectorat de la France dès 1887, les îles polynésiennes de Wallis et Futuna sont entrées dans la République grâce à leur statut de 1961, toujours en vigueur. Celui-ci avait été largement plébiscité localement en 1959.
Une approbation massive, fruit d'une mobilisation du très influent clergé catholique et d'une intense propagande. Un interprète wallisien disait « c'est cette couleur-là qu'il faudra choisir, uniquement celle-là ». Les prêtres enchaînaient les prières pour le statut. Le statut crée une assemblée territoriale, mais sous réserve du respect du droit, il consacre le rôle de l'Église et des royautés électives via la coutume. La République garantit aux populations le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et coutumes. Un conseil du territoire réunit coutumiers et monarques. Il n'y a pas de commune, mais 3 circonscriptions gérées par les 3 rois. Depuis 1969, l'école primaire est catholique. Devenu un dogme localement, le statut devrait cependant évoluer à terme. Il n'a par exemple pas permis d'endiguer une émigration massive. Il faudrait aussi remettre aux autorités locales un pouvoir exécutif toujours aux mains du préfet. Voilà donc pour l'histoire des voisins. Le Fare Natura, un lieu appelé à rayonner, déjà par la beauté de son architecture incontestable, une merveille de géométrie, mais aussi par sa proposition muséographique, une véritable immersion dans la réalité du lagon et de l'océan qui borde et berce Mooréa. À l'intérieur de la couleur, un monde vivant, 4 magnifiques aquariums dits écotypiques, un outil pour le tourisme et la prise de conscience de la fragilité de l'écosystème. Le coût 940 millions, financé par l'État et le pays. Seules les entreprises du Fénois ont participé à la construction. Reportage sur place avec Brigitte Olivier et Hubert Yao. En immersion dans l'océan, au plus près des richesses du monde sous-marin, l'émotion sera intense pour ceux qui ne peuvent plus plonger ou qui n'ont pas encore l'âge de le faire. L'expérience sensorielle et visuelle leur est particulièrement destinée. On l'a pensé prioritairement pour les personnes qui veulent découvrir le lagon en toute sécurité, entre guillemets, puisque ici, pas besoin de mettre la tête sous l'eau pour se retrouver au milieu du lagon ou dans l'océan. Donc c'est très intéressant pour le public de pouvoir être immergé en taille réelle, finalement, au milieu des coraux et des animaux marins, sans avoir besoin de se mouiller ou de retenir sa respiration. Toute la visite est un enchantement. Les photos de corail sur des plaques de verre courbes, les expériences de réalité virtuelle, les consoles de jeux, les panneaux explicatifs nouvelle génération, c'est-à-dire très peu de texte, mais beaucoup d'images. Matériaux nobles, architecture résolument moderne et pourtant très polynésienne, ce musée interactif est une véritable réussite. Quant aux aquariums, ils restituent la vie de l'océan dans ses 4 dimensions accessibles. Le littoral, le lagon, la barrière récifale et sa vague qui casse, et la zone mésophotique à 80 mètres de profondeur. L'eau est pompée au milieu de la baie d'Opunuu et renouvelée constamment, et les poissons sont bien traités. Dès que les poissons ont atteint une trop grande taille pour les aquariums, en fait, on les relâche et on recapture des plus jeunes poissons qui, eux, en fait, viennent d'arriver sur le récif et vont grandir durant 6 à 1 an dans nos aquariums avant d'être relâchés dans le milieu naturel. Comme ça nous permet d'avoir un turnover dans les aquariums, toujours avoir des poissons en bonne santé qui sont le plus heureux possible. Le musée s'inscrit dans une politique d'ouverture. Les habitants de la vallée sont invités à participer de toutes les manières possibles à sa vie. Agriculture, artisanat, randonnée, tout est ouvert. Et l'écomusée a créé une 40aine d'emplois, principalement des jeunes de Papetoe qui vont y travailler et s'y former. Le musée a aussi un gardien d'une valeur exceptionnelle, un tiki de corail vivant. Il est probablement très âgé, peut-être 300 ou 400 ans. L'histoire qu'on nous a racontée, c'est que ce tiki, il avait été caché dans le fond de la vallée d'Opunuu à l'arrivée des missionnaires. Et donc, il n'y a pas eu son mana de retirer à l'arrivée des missionnaires. Donc, il serait encore vivant, effectivement. Et il a été retrouvé au fond de la vallée par l'archéologue Marie-Marie Kellom, donc la maman de Iria qui nous prête le tiki aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'il est exposé au public, donc ça fait un peu plus de 250 ans que le public ne l'a pas vu. Un tiki donc, le regard tourné vers la montagne vous attend désormais dans ce nouveau joyau qui vient encore enrichir l'une des plus belles îles au monde. Un seul mot, superbe. Elle est majestueuse, elle a une noble allure sur les vagues à Raiatea. Une pirogue double a été inaugurée, une construction 100% île sous le vent. Le savoir-faire de techniciens locaux et l'audace d'un entrepreneur de Wainé. À l'arrivée, une pirogue de 12 mètres, 300 chevaux sous le capot et une autorisation pour plus de 50 passagers. Nous écoutons un propriétaire heureux au micro de notre correspondant Julien Vesco. On a fait cette commande en mars l'année dernière.
Voilà, donc... l'année dernière. L'année dernière, donc on a attendu longtemps. Et puis comme c'est un prototype... Combien de pieds? Tu m'as dit la longueur? 12 mètres, 12 mètres 50 places, tout en polyester. Et il est conçu pour faire des excursions en groupe et pour les paquebots sur Wahine. Voilà donc, les fêtes de Rikitea ont eu un final en apothéose en mer pour le concours de pêche. L'adresse des hommes de l'île n'a montré qu'elle n'était point une légende. 19 bateaux sur les vagues, à l'arrivée plus de 900 kilos de poissons, remontés, thon jaune, tasard et même un espadon voilier. De belles pièces et Théaou le Noir qui est le vainqueur de la compétition. Le poisson a été vendu aux forains et a fait plaisir aussi des habitants. Que la fête est belle, image signée Arthur Thierry sur place. Voilà donc la fin de ce journal, 19h passé de 22 minutes, avec l'information principale de la soirée et évidemment, malheureusement, la Covid et ses chiffres. Il donne mal de tête, un décès supplémentaire aujourd'hui, le 148e depuis l'an passé à l'hôpital, 29 patients, 6 en situation d'urgence. Sur le territoire, 521 cas actifs, d'où l'importance de répéter quotidiennement les gestes barrières. Évidemment, avec ce contexte-là, le spectre du couvre-feu, voire plus, pourrait planer au-dessus de la vie quotidienne des habitants du Fénois. À suivre donc dans nos journaux. Regard sur les écrans de la première pour la soirée, avec tout de suite 2 feuilletons pour le prix d'un. La série Elementary, avec son suspense policier venu des États-Unis, vous attend. Et après, les forts en thème en matière sportive sont à la fête. Les Jeux Olympiques toute la nuit sur la première. Regard également sur le travail de la presse écrite demain dans les kiosques, avec tout d'abord la dépêche qui évidemment revient sur le variant Delta avec cette question qu'on a également évoquée, peut-il tout changer? Et pour l'équipe de Tahiti Info, la réforme ou la faillite, à lire donc sur la question, semble-t-il, des retraites. Très bonne soirée sur la première, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain soir 19h pour le journal en français. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet